Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 28 juin. Au sommaire aujourd'hui, retour sur le conseil communal de Nyon avec la commission de gestion. On s'intéresse au rapport de l'exercice 2021 refusé par le législatif avec en toile de fond la crise administrative que traverse la ville de Nyon. En politique, on donnera également la parole à Loïc Aldiman. Le municipal de Rolle a annoncé sa démission de l'exécutif. Il nous explique ses raisons en plateau. En sport, on reçoit la jeune gymnaste de Cran. Victoria Benko a remporté une médaille d'or au championnat suisse de gymnastique. Elle sera avec nous sur le plateau. Et en culture, on rentre dans l'univers de Marie Colli. La Nyonnaise nous présente sa BD intitulée « L'aube sera belle ». De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à la nouvelle déchetterie de Gland que tu vois derrière moi, 6000 m² couverts, donc juste en face de l'ancienne déchetterie, avec plein de nouveautés. On va la visiter ensemble tout à l'heure, elle a été inaugurée ce mois de juin. On rappelle quand même un budget de 6 millions de francs pour construire cette nouvelle déchetterie. Et puis les spécificités, je t'en parle tout à l'heure. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. De retour à l'actu et retour sur le dernier conseil communal de Nyon. Alors que les comptes communaux de la ville de Nyon ont été acceptés par le législatif, la gestion de l'exercice 2021 a été refusée. On en parle avec les deux coprésidents de la COGES, Raphaël Giannatasio, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous également Gianluca Solimine, bonjour, merci d'être sur ce plateau. Alors je le disais, le conseil a suivi vos recommandations et vos conclusions, à savoir de ne pas approuver la gestion de l'exercice 2021 par la municipalité et donc décider de ne pas en donner décharge à la municipalité. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça signifie que la municipalité a mal travaillé? Avant tout, merci pour cette question. Donc, ce qui est important, c'est de juste définir un tout petit peu le rôle de la commission de gestion. Donc, la commission de gestion et la commission des finances constituent des commissions de surveillance. Et c'est vrai que ce qui est important en fait, pour la commission de gestion, c'est d'évaluer la gestion opérée par la municipalité et puis de mettre en lumière d'éventuelles insuffisances ou des pistes d'amélioration. Donc c'est vraiment son rôle. Et puis d'établir en fait un dialogue avec la municipalité et l'aider dans son exercice. Donc ça c'est vraiment important. Et puis en fait, le rapport de gestion permet aussi d'informer les citoyens sur la bonne qualité de la gestion en fait, de la municipalité. Oui, alors c'était tout de même un carton rouge public, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Non, alors c'était pas un carton rouge public. Et pour répondre à la première question et compléter la réponse, la municipalité a bien travaillé. Ce qui s'est passé, et pour compléter l'explication du rôle et de l'engagement de la COGES au cours de l'exercice 2021, il faut savoir qu'il y a 4 services qui ont été analysés par la COGES, par les commissaires de la COGES. De ces 4 services, on peut retenir que dans l'ensemble, ça fonctionne bien. La municipalité a très bien travaillé. Il y a quelques points qui ont émergé, qui posaient problème. On en a fait part dans notre rapport. Et ensuite, il y a eu le rapport Muller qui a fait aussi l'objet de notre supervision et qui a aussi posé quelques problèmes dans la gestion. Donc, tous les cas, pour répondre à ce que vous disiez, ce n'est pas un carton rouge. On tient à le rappeler. La COGES, en ne donnant pas décharge à la municipalité, elle avertit simplement d'une manière publique et non juridique qu'il y a des dysfonctionnements dans certaines affaires de l'administration. Ouais, ces dysfonctionnements, justement, c'est lesquels? Qu'est-ce que vous avez relevé et qu'est-ce que vous avez cherché exactement? Tout d'abord, il y a eu une non-communication par rapport à un dépassement de budget pour un projet, le projet du Buclet. Donc là, il y a un rapport de confiance entre la municipalité et le conseil qui a été ébranlé. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi, ensuite, les dysfonctionnements liés à l'accessibilité à l'information par rapport au rapport Muller. Donc voilà, quelque chose qui a été rendu assez difficile. Et la délégation de la COGES n'a pas pu remplir sa mission. Oui, alors c'est vrai que ce rapport de gestion illustre non seulement tous les points forts, tout ce qui a été travaillé durant l'année. Alors il y a peut-être une explication de texte à donner. C'est évidemment plusieurs thématiques qui sont abordées, la population, le tourisme, le transport, l'environnement, le sport, la culture, les finances communales. Mais il faut savoir qu'au sein de la COGES, il y a une commission qui a été aujourd'hui mise sur pied pour étudier justement ce rapport Muller, ce fameux rapport Muller dont vous avez fait mention, qui fait état de la crise administrative qui a été faite par l'ancien juge cantonal. Et justement, vous en avez parlé hier soir lors du conseil communal et vous avez regretté notamment un climat de méfiance entre la COGES et le conseil et entre la COGES et la municipalité. Pourquoi ? Comme je le disais précédemment, c'est vraiment par rapport en fait, à la gestion, à l'accès à l'information par rapport au rapport Muller.
C'est vrai que la COGES, elle regrette un tout petit peu qu'il n'y avait pas des modalités de confidentialité qui étaient claires, parce que c'est un dossier quand même assez brûlant. On ne peut pas tout dire, enfin, on ne peut absolument pas rendre public les choses et on ne peut pas faire de la co-gestion, c'est-à-dire dire ce que la municipalité aurait dû faire. Et donc là, c'est vrai que ce n'était pas très clair et au sein de la commission de gestion, on n'avait pas tous accès à l'information. Au contraire, il y a juste une délégation qui a travaillé de manière autonome, indépendante, à huis clos et qui n'a pas pu rendre son verdict en fait à la commission de gestion. Ouais, Gianluca, tout de même, quand on entendait les conseillers dire que vous étiez mis sous pression, que vous avez travaillé de manière inadéquate, on a l'impression que la COGES finalement a eu le mauvais rôle. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce rôle-là? Alors c'est sûr, on a travaillé dans un climat hyper tendu. On avait beaucoup de pression de tous les côtés. On devait rendre des comptes quelque part au Conseil qui nous a fait cette demande, c'est-à-dire d'amener des clés de lecture, des réponses et un semblant de vérité sur certaines affaires de l'administration. Donc c'était une part de pression. Il y avait l'attention médiatique qui était quand même remarquable par la crise administrative qui est en train de traverser la ville de Nyon. Et d'autres éléments qui sont purement techniques, c'est-à-dire qu'on est des miliciens, on n'est pas des juristes, et pour traiter certaines informations, il faut y aller avec diligence, précaution, et n'étant pas des juristes, des fois, c'est pas aisé d'avoir accès à certains dossiers. Est-ce que c'était possible d'avoir cette diligence-là, sachant que vous avez quand même eu ces documents, donc c'est environ 400 pages, et 3 soirs à disposition pour pouvoir étudier ces documents-là? Est-ce que c'était la solution idéale? C'est justement ce qu'on... D'une certaine manière, on reproche, mais on remercie aussi à la fois la municipalité de nous avoir mis à disposition ces documents-là. L'ensemble des documents d'ailleurs. Oui, l'ensemble des documents. Ouais, l'ensemble des documents ont été mis à disposition. Il faut relever quand même que la municipalité aurait pu ne pas donner à la COGES l'accès à tous ces documents. C'est la loi Sillery commune qui le dit. De notre part, ce qu'on conteste à l'égard de la municipalité, c'est la manière dont l'accès à cette information, à ces informations, a été organisé et négocié. J'aimerais revenir sur le résultat du vote. 55 non dit oui et 13 abstentions. Quelles analyses vous en faites? Le Conseil a accepté de suivre nos recommandations, c'est-à-dire les recommandations de la COGES. Ils ont suivi ces recommandations, le fait de ne pas donner des charges, simplement un autre sens, et ça c'est notre interprétation, simplement pour crédibiliser les institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la COGES est un instrument institutionnalisé que le Conseil a à disposition pour justement ce que disait Raphaël au début, avoir un dialogue avec la municipalité, avec l'exécutif, voir comment ils travaillent, s'il y a des éléments à corriger et de manière constructive, d'y amener des clés de lecture et des interprétations. Et aujourd'hui, c'est cet outil-là qu'avait à disposition la COGES, et force de constat qu'il y avait des éléments qui ne jouaient pas forcément hyper bien, d'autant plus de la crise administrative qu'on est en train de traverser, c'était important pour le Conseil de démontrer qu'on sait faire usage de ces outils et de dire simplement qu'il y a des problèmes. Ce qui est rassurant, c'est que la municipalité s'est responsabilisée et travaille dans ce sens-là pour améliorer la situation. Ouais, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, et puis c'est surtout en fait la crédibilisation des institutions même, donc on sein même des institutions, mais aussi notre devoir pour les citoyens et citoyennes qui donc voient des dysfonctionnements notables et peuvent aussi constater que le Conseil les constate et utilise de ces outils pour manifester son mécontentement par rapport à cette gestion. Mais comme disait Gianluca, la municipalité est consciente. Et donc c'est une opportunité en quelque sorte aussi, institutionnelle. Un point positif justement à lui accorder. À l'avenir, comment est-ce que vous espérez que cette crise administrative soit traitée au sein du Conseil et pour qu'elle soit finalement plus transparente à l'égard du Conseil? Simplement déjà en prenant le temps. En prenant le temps de se positionner, que la COGES puisse disposer de toutes les cartes en main, de tout le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Là, on a travaillé avec, comme on l'a dit, pas mal de pression, tant médiatique, tant des différentes dynamiques qu'on vient de mentionner, mais aussi par rapport au calendrier. Donc peut-être ça peut être une chose résolutive, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps et essayer de faire les choses avec le plus de pertinence possible. Ouais, quelle leçon est-ce que vous tirez de cette expérience? C'était une belle expérience, sincèrement. Après, c'est vrai que, pour rajouter ce que disait Gianluca, il faudrait retrouver un climat de sérénité, en fait, par rapport à cette affaire. Parce qu'on sent justement que c'est très difficile de pouvoir se positionner, donc de faire son travail correctement.
Ouais, sachant que vous êtes tous deux du groupe des Verts qui avait eu toute cette affaire, aussi cette crispation au sein des Verts, est-ce qu'aujourd'hui c'était remettre l'église au milieu du village? Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Est-ce que c'était un carton quelque part, j'insiste là-dessus, que les Verts donnaient à la municipalité? Absolument pas. Non. La COGES, c'est une commission interpartie qui est représentée proportionnellement au nombre de sièges au sein de cette commission, donc c'est absolument pas une posture des Verts. Nous, tout ce qu'on peut dire haut et fort et affirmer, au-delà de la couleur politique, c'est qu'on a essayé de traiter cette affaire avec diligence et transparence, dans le respect des institutions. Et surtout avec une maximale impartialité et neutralité. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Gianluca Solimine, Raphaël Gianastasio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. Merci. Merci. Moi aussi. Alexandre, on retourne à toi et à la déchetterie à Gland. Fais-nous visiter les lieux. Oui, là voilà la déchetterie derrière moi. Et puis Christelle Gironi-Deguerre m'a rejoint, municipale à Gland en charge des infrastructures. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Alors, vous étiez notamment en charge de ce projet donc de nouvelle déchetterie en face de l'ancienne. Alors on voit derrière moi une surface de 6000 m² qui a été couverte. Les travaux ont duré 1 an. Rappelez-nous un petit peu l'origine de ce projet, pourquoi il a été fait? Alors, l'origine du projet, il est simple. On est une ville qui grandit. Donc, du coup, il nous faut des infrastructures qui tiennent la route et puis qui puissent permettre d'avoir des prestations de qualité à la population. Donc, on a déménagé de la parcelle juste à côté, à la parcelle numéro 436, qui en effet représente environ 6000 m². Ouais, alors on va aller la visiter ensemble. Suivez-moi. Alors on peut dire peut-être un tout petit mot parce qu'il y avait aussi une volonté de décorer avec une œuvre artistique cette déchetterie pour l'embellir aussi. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette volonté de la municipalité précédente de mettre en place un concours artistique. Et puis, donc, ces 2 artistes qui ont gagné ce concours. Et donc, ce sont des peintures qui sont faites notamment grâce à des matériaux, des déchets qui ont été, donc c'est dans le thème, en plus. Voilà, exactement. Et puis, ça rappelle un petit peu les armoiries des différentes communes vaudoises. Donc qui habille cette nouvelle déchetterie. D'accord. Bon, alors vous allez nous expliquer un petit peu concrètement qu'est-ce qui a changé. Alors déjà, une surface couverte, ce qui permet en cas de mauvais temps de pouvoir quand même venir trier ces déchets ici à Gland. Oui, alors pas seulement en cas de mauvais temps, parce que c'est de différents panneaux solaires, donc 651 sauf erreur panneaux solaires qui ont été installés, ce qui permet de générer de l'électricité pour environ 50 ménages. Ouais. Et donc la déchetterie fonctionne grâce à cette électricité et le surplus est reversé dans le réseau. Donc ça représente plus de 900 m² de toiture solaire. D'accord. Et alors, maintenant, quelles sont les particularités de cette nouvelle déchetterie ici? Alors, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a un quai de déchargement couvert. On a également de nouvelles filières de recyclage qu'on a pu mettre en place grâce aussi aux innovations. On a le flaconnage, c'est tout ce qui est bouteilles, récipients en plastique dur qui prend pas mal de place dans nos poubelles et qui ont cette particularité de pouvoir être recyclés. Donc, on a cette nouvelle filière ici qui n'existait pas avant. On a également la nouvelle filière du Sagex, puisqu'avant, tout ça, on mettait dans les encombrants. Aujourd'hui, on peut revaloriser ces matériaux-là. Et puis, on a ce nouveau muraterie où on a aussi la possibilité de récupérer le Tetra Pak, donc tout ce qui est briques à boissons, qu'on ne pouvait pas avant recycler, parce qu'il n'y avait pas de filière de valorisation de ces briques à boissons. D'accord, donc ce qui permet effectivement d'avoir le sac poubelle un petit peu moins encombré par effectivement ces briques-là. En revanche, Christelle, on est obligé d'en parler, c'est que depuis que cette déchetterie s'est ouverte donc au début du mois de juin, le 7 juin, sauf erreur, elle a été inaugurée, eh bien, ça parle beaucoup à Gland, et notamment on voit sur les réseaux sociaux un problème cité par les habitants de la ville, qu'il manquerait une benne à plastique. Alors, c'est quoi ce problème du plastique? Oui, alors c'est vrai que c'est une thématique très d'actualité en ce moment. C'est vrai que les plastiques d'emballage mou donc tout ce qui est plastique alimentaire, ne peuvent pas être valorisés, ne peuvent pas être recyclés. Et dès lors, la loi
droit fédéral et cantonal ne nous autorise pas à les reprendre puisqu'on ne peut pas les recycler. Donc jusqu'à présent, on les reprenait, ils partaient dans les encombrants notamment et ils partaient à l'incinération chez Tridel. Aujourd'hui, ce sont des emballages que malheureusement on ne peut plus reprendre et qu'on doit mettre dans nos sacs taxés. Ouais, donc vous comprenez la grogne des citoyens qui disent finalement ça encombre nos sacs plastiques qui sont taxés et puis en fait la taxe aussi pour la déchetterie elle reste la même. Alors la problématique on la comprend bien. On était une des seules déchetteries de la région et du canton à continuer à prendre ces plastiques mous. À Lausanne, ils ont arrêté en 2014. À Nyons, sauf erreur, c'était en 2017. On doit se mettre aux normes, mais on comprend la grogne. Maintenant, on a aussi essayé par tous les moyens de pouvoir trouver de nouvelles filières. Et si un jour ce plastique mou peut être valorisé, on reprendra les plastiques mous. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, Christelle, à ce niveau-là, ou bien est-ce qu'on passe peut-être par les coulisses? Oui, avec plaisir. Alors, on va voir les coulisses. Et puis, Andrea nous attend juste là-bas. Voilà, on va quand même dire bonjour à Fatmir qui travaille à la déchetterie. Bonjour Fatmir. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça se passe cette nouvelle déchetterie? Ça change quoi pour vous? C'est le top. Ouais. Mais oui, bien sûr, c'est une nouveauté, oui. Ouais, c'est quoi qui change pour votre travail au quotidien? Vous me disiez tout à l'heure, c'est la modernité en fait de tout ce dispositif. Donc, on n'est pas sous la pluie. Ah, ça change beaucoup déjà. Et puis, c'est moderne, voilà, ça se voit. Ouais. Par contre, la grogne des citoyens dont je viens de parler avec Madame Géroni Deguerre sur le plastique, vous la subissez au quotidien, hein? Oui, bien sûr, ça gueule beaucoup, mais c'est une décision, donc il faut accepter. Ouais. Comment vous faites justement quand toute la journée vous entendez des gens se plaindre du plastique? On est fatigué le soir. Ma foi, c'est comme ça. 1 ou 2 semaines et puis ça va passer. Ouais. Bon, vous me faites visiter les coulisses du coup. Oui. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà ici? Je vais juste tourner peut-être la caméra. Ouais. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, on a par exemple tout ce qui est source luminaire, matériel électrique, peinture et tous les objets qui sont recyclés. Et c'est quoi ce tapis roulant? Ça, c'est comme à l'aéroport. C'est comme à l'aéroport, c'est-à-dire? Donc, on met les choses là, on le pousse, et puis après, c'est nous qu'on trie, on met dans la bonne endroit. D'accord. Et donc, il y a les conteneurs derrière. Et puis alors, Andrea, il faut quand même que je te montre, si j'arrive à retourner ma caméra et à bien appuyer avec mon petit doigt, il faut quand même qu'on aille ensemble en bas de cette déchetterie. Fatmir, vous nous ouvrez du coup? On va se diriger en bas parce qu'en bas, tu vas voir en fait, la fin des containers, si on veut, là où tombent en fait, les déchets que tu vas mettre dans la benne à gland. Et puis, on va voir où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, d'accord. Alors, le local de stockage de cette nouvelle déchetterie, tu vois, voilà, on est à l'intérieur de ce bâtiment. Merci Fatmir. Et puis, tu vas voir, c'est un tout petit peu sombre, mais je pense qu'on va réussir à allumer la lumière, forcément. Alors, on va voir quand même tous les déchets qui sont là-bas. Et puis, Fatmir, venez avec moi un petit peu. Voilà. Je vous utilise encore. Fatmir m'a dit qu'il aimait pas trop la télé, qu'il aimait pas trop le micro, mais finalement, tout va bien en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, on a les habits. Donc, dans la muraterie à eau, on pose, on vide, et puis ça tombe directement dans ces caisses-là. D'accord. Et puis ça, ensuite, vous les videz tous les combien? Toutes les semaines? Tous les mois? On s'en occupe tous les jours de ça. Ouais. Donc, dès que c'est plein, maintenant, je dois changer, puis c'est tout. Ah, d'accord. Alors là, on peut voir des habits. Et puis là, c'est très impressionnant, les capsules. Les capsules, Nespresso. Là, on a les piles. Ici. Et puis là, les briques de lait. Tu vois, Andrea, elles tombent dans ce grand tuyau et puis elles finissent ici. Et voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses à voir, effectivement. Mais je pense qu'on va marquer une petite pause avec toi. Et puis ensuite, on ira avec vous, Christelle Géroni Deguerre, à l'étage supérieur pour parler de l'association Projet et puis notamment du futur, j'ai oublié le mot maintenant, mais comment on appelle ça? Du petit café qui sera exploité par Projet et de la ressourcerie. Et de la ressourcerie, voilà Andrea, c'était ce mot que je cherchais. Voilà, je vais te faire visiter la ressourcerie qui est encore en chantier à l'étage de cette déchetterie à gland, du coup à tout à l'heure. Harold Loïc Aldiman a décidé de se retirer de la vie politique en quelques mois. La commune perd donc son 2e municipal après le départ de Giorgio Michello PLR pour des raisons de santé. C'est au tour de Loïc Aldiman de quitter
Le navire, Loïc Haldiman, bonjour, merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous sur ce plateau. Alors pourquoi avez-vous décidé de démissionner ? J'ai reçu une opportunité professionnelle qui était vraiment passionnante dans la fonction publique. Donc, c'est elle qui m'y a fait réfléchir. Et puis, en deuxième argument, je quitte le monde des 2 temps partiels cumulés pour avoir un 100% et avoir la tête à une activité également. Ouais, alors Mais c'est tout d'abord l'opportunité professionnelle qui m'a été proposée. Ouais, j'imagine que c'est un choix qui a été difficile à prendre. C'était un choix qui était très difficile. Moi, je suis très attaché à la ville de Rolle. C'est ma commune d'enfance, de cœur. Donc, c'était un choix difficile. Ouais, alors j'entends ce temps partiel qui finalement ne vous convenait pas en tant que municipal, c'est ce que vous nous dites. Mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? L'opportunité de travailler à 100%, les conditions qui sont dans un réseau un réseau d'accueil de jour de la ville d'Yverdon qui va vouloir se développer. Donc, toutes ces conditions-là ont fait que j'ai été convaincu et séduit par le projet. Oui. Alors j'ai quand même l'impression que dans la région, il y a quand même un sentiment de lassitude de la part des politiques qui ne voient plus le rôle de l'exécutif ou du politique d'un bon œil, qui a un certain mécontentement, essoufflement. Est-ce que c'est aujourd'hui une vision que vous partagez avec moi ? Non, moi j'adore mon rôle de municipal. Après, il faut être clair que la ville de Rolle a une taille vraiment ambiguë parce qu'elle est considérée comme une grande ville dans notre district, la 3e. Et en même temps, elle se dote d'un exécutif avec des taux de travail à 40%. Les gens, la plupart du temps, ne savent pas qu'on est à 40%. Ils ont beaucoup d'exigences. Les conseillers communaux demandent, et c'est normal, qu'on soit très, très aboutis sur nos dossiers, très connaisseurs des dossiers qu'on mène. Mais après, voilà, il faut qu'une réflexion se mène sur est-ce que c'est possible de le faire, d'avoir ce niveau d'exigence-là pour un 40%. Mais est-ce que la politique offre aujourd'hui les bonnes conditions, des conditions cadres pour attirer de nouvelles personnes au sein des exécutifs ? Les conditions cadres, je pense qu'elles ne sont pas optimales actuellement, dans le sens que les gens qui peuvent durer longtemps, soit c'est des personnes qui sont indépendantes dans leur métier et qui donc consentent à de gros sacrifices parce qu'elles prennent plus de temps que le 40% qui est donné à Rolle, ou c'est des personnes qui ont des rentes de situation et qui n'ont pas besoin de l'argent de la politique pour vivre. Donc je pense que c'est des réflexions effectivement que le conseil communal devra mener pour essayer de pérenniser l'action, parce que c'est vrai que quand on est plutôt jeune, c'est plutôt difficile comme construction de carrière. Ouais, notre réflexion, ça serait celle de passer de 5 à 7 municipaux. Est-ce que ça serait une idée, justement ? C'est les pistes. Vous avez raison. Il y a soit augmenter les taux d'activité, soit augmenter le nombre de municipaux. C'est les 2 pistes probables qui vont être réfléchies, j'imagine. Alors pour revenir notamment sur votre bilan, c'est vrai que vous êtes rentré très jeune en politique, justement c'est le mot que vous venez d'utiliser. Vous êtes rentré au conseil communal à 18 ans, puis à la municipalité à 27 ans. Aujourd'hui, lorsque vous avez 33 ans et que vous regardez dans le rétroviseur, on peut se dire c'est une petite carrière politique, mais est-ce que la politique c'est définitivement terminé pour vous, Loïc Haldiman ? Non, la politique, c'est pas terminé. Moi, je change de siège, je ne vais pas dire de combat, parce que ce n'est pas un très beau mot, mais de siège d'action militante. Je vais continuer à faire des stands, continuer à m'impliquer dans la vie de mon parti, parce que la politique me passionne. Ouais, notamment avec des gros dossiers sur le logement qui sera déposé lors du prochain conseil communal à Rolle. Ce sera la première séance et votre dernière. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent de votre passage en politique et notamment à Rolle ? C'est une question difficile, mais j'aurais envie de dire qu'en tout cas, je n'ai pas ménagé mes efforts, que j'ai gardé mes valeurs au cœur de mon action et que j'ai tenté toujours de défendre la commune de Rolle et des gens qui sont le plus en difficulté dans la commune. Oui, un événement particulier aussi, cette cyberattaque à laquelle il a fallu faire face. Comment vous l'avez vécu de manière personnelle ? La cyberattaque, c'était un moment incroyablement difficile, avec beaucoup de sollicitations, avec du 7 jours sur 7 de travail. Donc c'était un moment difficile, mais aussi formateur de vivre une crise comme ça. Et puis je ne peux que remercier l'administration et mes collègues pour être sortis, il me semble, par le haut de cette crise. Oui, c'est vrai que tout le monde en est ressorti grandi. D'ailleurs, lors du dernier conseil communal du 21 juin, il y a un bref résumé du rapport de l'audit global qui a été mené et présenté au conseil. Quelles sont les recommandations qui ont été faites ? Je crois qu'une des premières recommandations, c'est la même elle va dans le même sens que ce que je vous ai dit sur le taux d'activité. C'est-à-dire qu'on a une administration qui
qui n'a pas forcément suivi l'essor démographique, l'essor aussi maintenant qu'on peut demander à une ville de notre taille. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir structurer l'administration pour qu'elle offre aux citoyens les meilleurs services publics pour une commune de notre taille. Ouais, pour terminer, est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, Rolle termine et commence un cycle? Est-ce que c'est peut-être une ville qui aujourd'hui passe à une dimension supérieure et qu'il faudrait revoir aussi le fonctionnement politique? Est-ce qu'on pourrait résumer de la sorte? Ah, je ne crois pas. Je crois que le fonctionnement politique au sens propre, il a toujours été celui d'une assez grande ville à Rolle, avec des partis très forts, avec des partis très engagés, avec des débats très virulents. Donc je pense qu'on a déjà la politique d'une ville. Donc je ne crois pas que ce soit le fonctionnement politique qui doit changer. Loïc Aldiman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne suite professionnelle à vous. À très bientôt. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Toujours du côté de la déchetterie, fais-nous visiter donc cette ressourcerie. Alors tu vois Andrea, ça y est, je suis monté à l'étage de cette déchetterie de Gland pour aller visiter la ressourcerie, toujours en compagnie de la municipale Christelle Gironi-Deguer. Voilà, on pénètre ensemble dans cette ressourcerie qui est encore en chantier, elle n'est pas encore ouverte au public, ça ce sera pour le mois de septembre. Alors c'est quoi une ressourcerie déjà ? Alors, l'objectif, c'était de pouvoir répondre à un postulat qui avait été déposé par M. Mesmer à l'époque au conseil communal et qui souhaitait avoir un lieu pour récupérer des objets en bon état. Comme c'est le cas dans d'autres communes, comme à Nyon par exemple. Voilà, alors ça sera un petit peu différent à Gland, puisqu'on a pris la décision de permettre en fait à une association, ici Projet, d'exploiter cette ressourcerie. Donc on a fait les aménagements souhaités par Projet. Ça sera C'est-à-dire qu'il y a même une cuisine, un bar. Oui, alors l'objectif, ça sera peut-être d'avoir un petit café qui sera exploité justement par Projet. Également un espace de vente, parce qu'il faut rappeler que Projet valorise certains objets. Il y a toute une réflexion au niveau de la réinsertion professionnelle de personnes, donc des objets en bon état qui sont relookés, retapés, réparés, et puis qui sont revendus ensuite dans cet espace ici. Au bout du couloir, il y a également un atelier qui permet justement de pouvoir réparer tous ces objets. Et puis, on a une réflexion également actuellement sur le quai de déchargement d'avoir un petit espace qui permettra à tout à chacun de laisser des petits objets en bon état et de permettre à d'autres de les reprendre gratuitement. Donc, c'est 2 types de ressourceries qu'on imagine pour la suite. Donc, ça veut dire que les citoyens de Gland peuvent venir déposer leurs objets usagés, et puis Projet va retaper en fait ces objets et puis les mettre à la vente. En fait, voilà, exactement. Et puis en bas, on aura ce petit espace justement de gratuité qui permettra de récupérer des objets en bon état également. Et là, vous avez ici l'atelier pour les personnes en réinsertion professionnelle qui vont pouvoir réparer, retaper, relooker tous ces objets-là. D'accord. Vous savez combien est-ce qu'il y aura d'employés justement ici? Alors, pas encore. Oui, pas encore. Et donc, du coup, à voir en septembre. Oui, Andrea, tu as vu, c'est encore un petit peu le chantier, effectivement, ici. Mais donc, en septembre, il y aura l'association Projet. Et puis alors, Christelle, on est obligé de parler du fait qu'il y aura ce bar, justement. Alors, c'est important, un bar dans une déchetterie. Je ne sais pas. L'objectif, ce serait en effet d'avoir un petit café qui sera ouvert au public, qui pourra venir ici à vélo, à pied, en voiture, et puis monter directement à la ressourcerie, sans nécessairement passer par la case qui est de déchargement dans la déchetterie. On va juste descendre, mais ce que ça veut dire, Christelle, concrètement, c'est que la déchetterie de Gland, elle a cet aspect un peu communautaire, social. Elle a un peu cet aspect place du village, où on aime bien se rencontrer. Je rappelle que l'ancienne déchetterie était aussi un lieu de rencontre où il y avait de la vie, où on a la possibilité, par la force des choses, de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. C'est ce rôle aussi-là qu'on avait envie de donner à cette déchetterie. Oui, effectivement. Et donc, voilà, c'était l'explication pour le café. Vous avez un petit souvenir, justement. Vous aussi, la déchetterie de Gland, ça fait partie de votre place du village ou pas? Ça faisait partie, je me souviens, quand je m'étais engagée il y a un peu plus de 10 ans au conseil communal, à l'époque, on pouvait encore distribuer des flyers, etc. pendant les élections. Ensuite, ça a été interdit pour des raisons de sécurité. C'est toujours interdit aujourd'hui. Mais évidemment, c'est aussi un lieu où le samedi, par la force des choses, on rencontre les citoyens. Des gens. Effectivement.
Merci beaucoup, Christelle, Merci, pour Alexandre. cette visite. Et puis, merci à Fatmir, qui est là-bas. Merci, Fatmir, pour cette visite. Et puis, du coup, bon travail ici dans cette nouvelle déchetterie. On l'aura compris, à la fois moderne. Et puis, pour Fatmir, ce qui est bien, c'est que, du coup, c'est protégé de la pluie. Tout à fait, Alexandre. Les bons points, mais pas que, je suis sûre. Merci beaucoup pour cette visite. Très belle journée à toi. On passe au sport. La jeune gymnaste de Cran, Victoria Benko, a remporté une médaille d'or au championnat suisse de gymnastique. Elle était avec nous sur ce plateau. Bonjour Victoria, félicitations. Bonjour. Déjà. On va parler avec toi de cette médaille. Tu es venue accompagnée de ta coach Alicia Marmonnier. Bonjour, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes entraîneur-chef au Centre régional de performance vaudois de gymnastique rythmique. Déjà, j'imagine que c'est la fierté de la coach. Tout à fait. Victoria est une gymnaste très très travailleuse. Et je suis contente qu'elle soit récompensée de cette médaille d'or au championnat suisse. D'autant que l'année passée, elle n'avait pas pu y participer parce qu'elle était blessée. Donc c'est vraiment une super belle revanche. Ouais, alors Victoria, on a plusieurs des médailles. Tu m'as confié d'ailleurs que cette médaille, tu l'as mise dans ta chambre. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Elle représente tout mon travail que j'ai fait pendant l'année. Et voilà, c'est un peu ça. Et c'est quand même beaucoup d'heures de travail. On parle de 20 à 28 heures de gymnastique par semaine. C'est quand même un sacré travail. Oui. Explique-nous comment ça se passe, ces entraînements pour toi. Les entraînements, tout d'abord, j'arrive à la salle, je m'échauffe. Et ensuite, je prends mes engins et c'est un peu ma partie préférée de passer en musique et tout ça. Et après, je dois rentrer à la maison et puis voilà, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça se passe au jour le jour. Alicia Marmonnier, vous entraînez donc Victoria. Comment vous la décrivez en tant qu'athlète ? Extrêmement travailleuse, extrêmement courageuse. Elle n'a pas peur de faire des efforts et tant qu'elle n'a pas atteint l'objectif de l'entraînement, elle ne s'arrêtera pas. Et souvent, à la fin de l'entraînement, je dois dire c'est l'heure, c'est fini, et elle ne veut pas s'arrêter. Ouais, quand on parle quand même de 20 à 28 heures par semaine pour une jeune petite fille de 12 ans, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, d'autant qu'elles ont très très peu d'aménagement scolaire. Donc elles doivent mener de front l'école quasiment à temps plein comme un élève normal. Et puis les 20 à 25 heures d'entraînement par semaine. Donc oui, c'est un emploi du temps bien chargé et en partenariat avec les parents, main dans la main, on fait au mieux. Ouais, Victoria, on va revenir sur ces championnats lorsque tu as remporté cette médaille d'or. Comment ça s'est passé un peu ? Est-ce que tu peux un peu nous décrire aussi l'ambiance qu'il y avait lors de ces championnats ? On voit les images aussi derrière toi. Comment ça s'est passé ? J'étais quand même assez stressée quand c'était à moi de passer, surtout le premier passage. Mais après, plus ça avançait, ça allait. Et je suis quand même très heureuse d'avoir gagné, mais c'est un peu ça. Ouais, qu'est-ce qui te plaît dans la gymnastique ? Surtout les engins et la musique. Et c'est assez cool parce qu'on peut faire des expressions avec le visage. Et c'est un beau sport. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille aussi son expression faciale. Est-ce que c'est des choses en tant que coach que vous travaillez avec Victoria ? Beaucoup. Et c'est vraiment son point fort. Du coup, c'est assez facile de travailler sur ça et de la mettre en avant. Et elle plaît beaucoup. Ouais. On sait que dans la famille, c'est aussi une histoire de famille, puisque vous entraînez aussi Lily Benko, ta sœur Victoria. Vous entraînez également l'Agnonnaise Nina Zakch, avec qui vous avez participé au championnat européen. C'est donc trois jeunes potentiels que vous avez quelque part sous votre aile. Tout à fait. On rentre avec Nika la semaine passée du championnat d'Europe à Tel Aviv, où elle a participé avec l'exercice au ruban. Quels sont vos prochains objectifs justement avec ces trois jeunes ? Alors Nika, l'année prochaine, elle va passer en catégorie senior, donc on aura plus de temps pour se préparer. C'est une catégorie beaucoup plus difficile. Et puis Victoria, dans 2 ans, normalement, il faudra compter avec elle pour le championnat d'Europe junior 2024. Ouais, un sacré challenge. Victoria, le fait de faire de la gymnastique aussi notamment et de partager cette passion avec ta sœur, qu'est-ce que ça représente pour toi ? J'adore venir aux entraînements avec ma sœur parce qu'on est quand même à 2 et on peut en parler à la maison. Vu que Lily aussi, elle comprend ce que je ressens vu qu'elle fait le sport avec moi. Ouais. Et puis à l'avenir, est-ce que tu te vois une future gymnaste professionnelle ? Je sais pas trop, mais on sait jamais. Est-ce que toi, tu en as envie ? Oui. Ouais. En tout cas, l'envie est là, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau. À très bientôt. Excellente journée à vous.
Merci beaucoup de votre accueil. Et du sport, on passe à la culture. On reçoit sur ce plateau Marie Colli qui nous emmène dans son univers, la BD. Ça s'appelle L'Aube sera belle. Elle a été vernie la semaine dernière à Grandchamp. Marie, bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous apparaissez comme par magie. C'est la magie de la télé. On va rentrer dans votre univers, l'univers de la BD avec des planches qui s'affichent derrière nous. Ça s'appelle L'Aube sera belle. Mais comment est né ce projet, le projet de cette BD ? Alors en fait, quand j'étais jeune adolescente, j'ai eu des problèmes d'anxiété et d'attaque de panique. Du coup, je suis allée voir une thérapeute qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, c'est en consultation, au fur et à mesure des années, que les personnages sont nés dans ce cabinet. Ouais, pourquoi avoir choisi justement de raconter votre expérience au travers de la BD ? Eh ben, en fait, je suis graphiste illustratrice, donc c'est m'est venu tout naturellement de passer par le dessin, enfin, de narrer cette histoire par le dessin. Ouais, alors vous avez travaillé notamment avec des élèves de Grandchamp. Je crois quel était le but de votre rencontre avec les élèves ? J'imagine que c'était aussi parler de votre expérience, mais sur quoi est-ce que vous avez échangé ? Alors en fait, je suis allée dans 4 classes différentes et puis le but c'était de montrer qu'on peut avoir des problèmes d'anxiété, puis d'arriver à un moment donné de sa vie où ça va mieux. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui est chouette. Et puis de me parler de comment on réalise une BD également. Hein. Ouais, pour rentrer un petit peu dans votre univers, on voit, je crois qu'il y a le monstre, par exemple, celui qui symbolise l'anxiété. Comment il s'appelle ? C'est un personnage qui est un gobelin, en fait, qui est un peu un protecteur au début, qui devient petit à petit maléfique, toxique. Et du coup... qui lui empêche le personnage principal d'avancer dans sa vie, en fait. Ouais, quelque part, c'était aussi un moyen de soigner votre anxiété. Mais est-ce que quand vous êtes anxieuse, encore aujourd'hui, vous dessinez ? Oui, bien sûr. Oui, c'est une bonne thérapie, disons. Ouais, des astuces à partager aussi avec les élèves. Qu'est-ce qu'il en est ressorti aussi avec ces échanges des élèves de Grandchamp aussi sur cette thématique ? Alors en fait, j'aurais prêté des exemplaires afin qu'ils la lisent. J'ai fait également une feuille de critique pour avoir leur retour de manière anonyme. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, il y en a pas mal qui ont des problèmes d'anxiété, surtout à cause de l'école, et aussi des situations familiales un peu compliquées. Donc, Est-ce que ça les aide justement à exprimer leurs émotions peut-être plus facilement que par la parole au travers du dessin ? Voilà, c'est ça. Le but après qu'ils l'aient lu, c'est que ceux qui voulaient, ils pouvaient venir à la bibliothèque où moi je me suis mise à disposition pour eux et qu'on en parle un peu plus de manière intime. Et donc j'ai eu quelques élèves qui sont venus et puis on a pas mal parlé finalement, ils en parlaient assez facilement. Et ensuite, on a commencé à dessiner et puis ça a posé les choses. C'était très chouette. Est-ce que ça vous a donné l'idée de faire peut-être un ouvrage à plusieurs mains avec les élèves et un tome 2 ? J'y ai pas pensé, oui, mais pourquoi pas. Voilà, allez glisser, c'est pour moi, c'est cadeau. Mais est-ce qu'on pourra imaginer d'autres suites à cette aventure, L'Aube sera belle ? Alors, pour l'instant, non, mais peut-être un jour, pourquoi pas. Qui sait ? Marie Colli, si on veut enfin trouver votre BD, où est-ce qu'on peut se la procurer ? Alors, sur mon site internet qui est marie-k.ch ou à mon atelier qui est à Tannay, aux 4 places du village. Ouais, j'imagine que les portes sont grandes ouvertes et c'est toujours très intéressant de visiter ces lieux artistiques. Marie Colli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.